m'appelle Marie Reitz, je suis postdoctorante à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mes travaux sont dirigés par Geneviève Bernard-Barbeau et Mathilde Baraban. J'ai un parcours quelque peu multidisciplinaire derrière moi. J'ai étudié en droit, en sciences politiques, langue et culture du Japon et la passion des langues m'a amenée à faire un master et un doctorat en sciences du langage. Donc, je suis linguiste et analyste du discours. Une question qui m'a occupée et préoccupée beaucoup depuis longtemps, c'est la question du pouvoir de la langue. Et j'entends aussi bien le pouvoir que l'on exerce par la langue, quand on cherche de façon inconsciente, quand on cherche à convaincre autrui, ainsi que le pouvoir qui s'exerce ou qui agit par la langue, d'une façon inconsciente. C'est ça qui m'a amenée à travailler sur des discours fascistes du XXe siècle, de la Seconde Guerre mondiale, en Europe et en Asie, et aujourd'hui sur des discours extrémistes en Europe, en France et en Allemagne. Et mon projet actuel porte là-dessus. C'est un guide pour décoder justement un langage extrémiste nocif. La liberté d'expression, je l'ai rencontrée à travers les notions de censure, d'idéologie, d'autocensure, en travaillant sur le discours fasciste au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'analyse des lettres de soldats japonais, kamikaze, donc des soldats qui étaient destinés à des missions de suicide, m'a mise sur la piste des normes, des contraintes qui pesaient sur cette écriture de ces soldats. Une triple contrainte finalement, la censure militaire rigoureuse en place, l'idéologie propagandiste qui circulait à l'époque, dont les soldats étaient imprégnés dès leur enfance, et une troisième, l'autocensure, qui est une sorte de réponse à ces contraintes quand on cherche finalement à se conformer à ce genre de normes en place. Donc je rencontrais des formules, des expressions figées lorsque les soldats parlaient de leur mort prochaine, qui euphémisaient la mort, qui la rendaient palpable et finalement naturalisaient le sacrifice pour, comme il disait, et comme ça a été répété dans le discours justement propagandiste, le sacrifice pour l'empereur, pour la patrie. Donc une écriture tout à fait contrainte et qui relève bien cette question de la liberté d'expression. J'ai rencontré la liberté d'expression également dans mes études, dans mes recherches actuelles, en travaillant sur les discours extrémistes d'une droite populiste, voire radicale, comme un argument mobilisé, une stratégie rhétorique qui finalement cherche l'effet opposé de ce qu'elle annonce. Donc qui cherche à faire taire l'autre, à limiter la liberté d'expression de l'autre, tout en défendant la sienne, de son groupe à nous, de cette extrême droite souvent. Exemple, les étiquettes diffamatoires comme politiquement correctes dans les années 90-2000, ensuite bien pensant et mot d'ordre aujourd'hui omniprésent, ultra puissant, woke. Ce sont des étiquettes donc dépréciatives qui sont collées sur un autre groupe, finalement, comme je le propose, pour se construire nous-mêmes, en quelque sorte, en groupe victimisé. On se déclare victime d'un groupe qu'en réalité on attaque et dont on invalide souvent l'expression de soi. Pour voir un peu où ces constructions identitaires discursives frôlent le discours
de la haine, je pense qu'on gagnerait à envisager les dimensions inclusion, exclusion, ainsi que autodéfinition et hétérodéfinition, donc définition de l'autre. Donc un peu schématiquement, on pourrait dire qu'on a d'un côté un groupe qui cherche à construire son identité, à se faire une place, une existence en travaillant la langue, en choisissant des noms, finalement des catégories avec des caractéristiques qui pourraient venir avec, comme on le voit par exemple dans les pronoms ou les formes féminisées qui font voir et apprécier la réalité d'une autre façon et aussi la norme d'une autre façon. Je vois dans ce type d'autoconstruction discursive une démarche de chercher à s'inclure dans la norme en remodelant celle-ci. À la façon de, je cherche une place en tant que groupe pour moi, pour nous, dans la norme. Alors que dans le discours, surtout de l'extrême droite, ce qu'on voit, c'est que au cœur, il y a l'idée de l'exclusion de l'autre. Donc une exclusion et finalement aussi cette idée de définir l'autre, d'attribuer des caractéristiques, d'essentialiser l'autre, de le rejeter et par là de se construire. Et d'une certaine façon d'exclure ce groupe de la norme qu'on défend et qu'on veut confirmer et dont on se sent représentant et même une sorte de tête de proue. Donc cette distinction est importante selon moi à faire entre une inclusion et une exclusion lorsqu'on parle de construction discursive de groupe et de la question de la liberté d'expression.